Quoi de beau sur la DeFi spéciale Movement? Dites-vous déjà que la DeFi a sérieusement commencé sur Movement au début du mois d'avril, et ça existe même depuis début mars, quasiment, mi-mars plutôt. Donc c'est assez récent, les choses se sont accélérées assez récemment sur l'écosystème de Movement. On commence à avoir 2-3 trucs sympathiques à faire, c'est pas encore au niveau d'un Aptos ou d'un Sui, mais si vous êtes familier avec l'écosystème d'Aptos, en fait, j'ai l'impression que Movement c'est une copie d'Aptos. Vous allez vite comprendre pourquoi. Déjà, on retrouve des protocoles qui viennent de l'écosystème d'Aptos, hein, Echelon, Liquid Swap. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai pas l'impression, je crois que c'est les deux seuls. Il me semble en tout cas. Movement, ça a très mal commencé début avril parce qu'il y avait juste quelques baleines qui avaient bridgé des millions de dollars et il se passait rien sur l'écosystème, mais comme sur Aptos et comme sur Sui, ils ont commencé à ouvrir les vannes des incentives. Et typiquement, si on va sur Echelon, hein, le protocole de lending principal sur cet écosystème, eh bien on a des rendements plutôt sympathiques hein, sur du stablecoin, quasiment 20% d'intérêt sur l'USDE, et ça tient depuis que les incentives sont lancés, ça n'a pas bougé. Il me semble que c'est lancé déjà depuis une semaine, ou pas loin d'une semaine. Ah, peut-être pas, ça fait peut-être un peu moins d'une semaine. L'USDC, l'USDT qui tourne autour de 13%. Il coûte pas très cher à emprunter, enfin, sachant qu'on est payé en partie en token move quand on emprunte et qu'on peut venir faire de la boucle. Il y a une stratégie assez vertueuse à faire en fait sur Echelon en ce moment, de déposer un stablecoin, en emprunter un autre et venir faire la boucle comme ça. Typiquement, voilà, on peut déposer du SUSDE d'Ethena, emprunter de l'USDC, le convertir en SUSDE et venir faire la boucle. C'est assez vertueux, pourvu que ça dure, et évidemment hein, les intérêts bonus sont en token movement, donc si le token move s'apprécie, c'est mieux, si le token se déprécie, c'est pas terrible, mais bon, vu les rendements, faut quand même qu'ils se prennent un bon moins 80, moins 90% pour que ça commence à devenir catastrophique sur cette stratégie. Donc rien de très folichon pour l'instant sur Echelon, mais oh ça rime tiens, mais ça commence plutôt bien déjà de ce côté-là. On voit aussi hein, qu'il y a la Mafia Solve qui est bien positionnée sur cet écosystème, vu que 64% des dépôts sur Echelon, c'est du Solve BTC. Voilà, on se doute bien que c'est pas des farmers lambda qui ont déposé 61 millions de dollars, surtout que les 61 millions de dollars de Solve BTC, ils sont là depuis un petit moment sur le protocole Echelon. Ils étaient là avant qu'il y ait des stablecoins. Donc c'est comme d'habitude avec le Solve BTC, c'est pas très organique. D'ailleurs, tant que j'y suis, si vous cherchez un portefeuille à utiliser sur Movement, Nightly ça fonctionne très bien. Le petit problème, on peut connecter un ledger sur Nightly, mais il me semble pas qu'on puisse connecter un ledger sur Movement. En tout cas sur Ledger, on a des petites applications à télécharger quand on veut utiliser certains écosystèmes de DeFi. Peut-être que ça fonctionne avec l'application Aptos, mais je pense pas. Parce que typiquement Arbitrum, Base, toutes les blockchains EVM compatibles fonctionnent avec l'application Ethereum sur un ledger. Il n'y a pas besoin de mettre une application Arbitrum, une application Base, etc. Ça existe, mais elles sont pas nécessaires. Je me demande si c'est pas faisable avec l'application Aptos. J'ai pas essayé, mais je pense pas. Donc malheureusement, a priori, on peut pas utiliser un ledger sur Movement. Moi, ça me fait un peu chier parce que j'utilise généralement ma ledger sur la DeFi. Ça m'arrive de temps en temps, quand je vais sur un écosystème, de pas en utiliser. Quand j'avais été sur Starknet il y a pas si longtemps, j'avais créé un portefeuille pour l'occasion, même si depuis c'est compatible avec un ledger. À l'époque, ça l'était pas. Donc peut-être que je ferai une exception sur Movement vu qu'il y a des rendements sympathiques. En tout cas, Nightly, ce sera le compagnon que j'utiliserai pour aller sur Movement, parce que le portefeuille fonctionne plutôt bien. Ensuite, on enchaîne avec un autre protocole de lending sur Movement, on revient vite fait sur ce qu'il y a de sympathique à farmer sur cet écosystème, et on va aller sur Move Position. Si vous connaissez bien l'écosystème d'Aptos, voilà, vous savez déjà ce que c'est comme protocole. C'est une copie de superposition, et je pense que c'est pas une copie, c'est pas du vol ou quoi que ce soit, hein. Je pense que c'est la même team évidemment derrière ce protocole et derrière superposition sur Aptos. C'est exactement la même interface, et là ça s'appelle Move Position.
Je sais, le jeu de mots est même pas trouvé, enfin c'est pas terrible le nom du protocole, mais bon, ils ont essayé quand même, et il y a des rendements plutôt sympathiques parce que contrairement à Echelon où ils incentivent surtout les dépôts, là ils incentivent beaucoup les emprunts. Sur certains tokens, il y a même que des intérêts sur l'emprunt. Donc quand on vient déposer de l'Ether par exemple, on a 23% APY dessus. C'est pas dégueu, et c'est payé en Ether, parce qu'on est payé par ceux qui vont en emprunter. Et ceux qui empruntent à côté, ben, ils ont un taux d'emprunt abusé sur Ethereum, hein. Ils payent 34% d'intérêt à l'emprunter, mais il y a 22% supplémentaires d'APR en token move. Donc au final, ils l'empruntent pas si cher, entre guillemets, hein. Il y a une boucle vertueuse à faire. Enfin, je sais pas si on peut boucler, mais bon, on peut déposer de l'Ether staké, emprunter de l'Ether, le convertir en Ether staké, le redéposer, il y a une boucle vertueuse à faire dans ce sens-là, et sur l'Ether staké par Etherfi, il y a 22% d'intérêt annualisé. Enfin, les rendements, ils sont juste débiles, parce que c'est incentivé, il y a des intérêts bonus en token move. Donc avec de l'Ether, c'est sympathique. Par contre, bah y a un petit souci, ok, on peut faire des trucs cool avec de l'Ether, mais comment on bridge sur Movement? Alors a priori, pour l'instant, à ma connaissance, le seul bridge qu'il y a, c'est le bridge officiel de Movement, et le problème c'est qu'on peut uniquement faire le voyage depuis Ethereum vers Movement et inversement, évidemment. J'ai pas trouvé de bridge qui permettent de passer de Base à Movement par exemple, ou d'Arbitrum, ou d'un écosystème en tout cas où les frais sont moins chers. Ça n'a pas l'air d'être possible. Il me semble néanmoins que les tokens sur Movement sont compatibles avec le standard de Layer 0, avec le standard OFT. Donc, à mon avis, si c'est pas déjà le cas, il finira par y avoir un bridge vers Movement depuis d'autres écosystèmes. Peut-être que Movement sera même intégré directement sur Stargate ou je ne sais quel autre protocole, mais pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est dommage. Heureusement, les frais sont quand même pas si excessifs sur Ethereum, donc même sans être fortuné, il y a moyen de bridger, si on a de l'Ether sur Base par exemple, de le bridger dans un premier temps sur Ethereum, puis sur Movement. Après, est-ce que on a vraiment envie de s'emmerder sur cet écosystème juste pour une stratégie sur un protocole? Perso, j'ai de l'Ether, mais même si les rendements sont sympathiques, je pense pas venir sur Movement. Ça demande quand même pas mal de manœuvres, on va dire, et en fait, si je les fais dans un sens, je vais probablement devoir les refaire dans l'autre. Donc ressortir en deux voyages depuis l'écosystème Movement, un peu chiant. Un petit peu la flemme de me taper ça, surtout qu'il y aura des frais à chaque passage, même si en ce moment c'est pas trop cher les frais sur Ethereum, et ça va quand même impacter un peu la stratégie, donc ouais, je suis partagé. Si on a vraiment pas mal d'Ether ou qu'on en a déjà sur Ethereum, pourquoi pas, ça peut être sympathique de se diversifier sur Movement. Après, pour ce qui est des stablecoins, je pense qu'il y en a pas mal qui en ont pas sur Ethereum, donc même le problème est le même, mais sur les stablecoins, les rendements sont moins sympathiques, je trouve, hein. C'est vraiment sur Ethereum que les rendements sont pas mal. Mais ouais, typiquement, on peut même imaginer une stratégie entre Move Position, donc ce protocole-là, où on a 22% d'intérêt sur l'Ether staké, on emprunte de l'USDC à 2% d'intérêt, et on le dépose sur Echelon. Voilà, on peut venir faire une boucle aussi avec les deux protocoles éventuellement, on peut être créatif, il y a des choses à faire, mais ça reste quand même juste des protocoles de lending, donc on a des stratégies assez primaires sur ces protocoles, mais c'est bien, c'est quand même important d'avoir des bons protocoles de lending sur un écosystème. Certes, c'est pas entièrement organique l'activité qu'il y a autour de ces protocoles de lending, mais c'est pas comme sur Avalon, c'est pas comme sur Avalon par exemple. Avalon c'est un protocole de lending, mais en fait c'est juste un protocole à points. C'est-à-dire qu'il y a littéralement des marchés sur certaines blockchains où on peut déposer qu'un seul token. Ça n'a aucun intérêt de pouvoir déposer qu'un seul token. Donc on n'est pas sur ce type de protocole qui sert juste à farmer des points, évidemment, on a quand même cette notion de points sur Move Position et sur Echelon, mais on peut venir faire des stratégies sympathiques. Un dernier protocole qui a retenu mon attention sur cet écosystème, c'est Meridian, et encore une fois, si vous farmez sur Aptos, c'est exactement la même interface. Je pense que ceux qui sont derrière Tala, ils ont fait le protocole Meridian, c'est probablement pas caché, hein, c'est probablement écrit dans la documentation ou quelque part, ça m'étonnerait pas, ou ils l'ont probablement partagé aussi sur Twitter, je serais pas étonné, mais bon, en tout cas, je trouve ça dommage qu'ils ont pas essayé de... Ils ont quand même changé, j'allais dire,
je trouve ça dommage qu'ils ont pas essayé de faire une nouvelle direction artistique, mais ils ont refait un nouveau nom, refait un nouveau logo, vite fait changé l'interface, même si on reconnaît c'est le même module, hein, c'est la même chose, mais il y a quelques éléments graphiques différents. Bon, on a deux poules de liquidité sympathiques sur Meridian. La première, c'est la pool de stablecoin, hein, classique, USDC, USDT, et c'est des poules V2 a priori. Donc, est-ce que c'est la V2 comme sur Uniswap et compagnie? C'est des poules de liquidité pas concentrées, il me semble, hein. Si j'ajoute des ah oui, c'est comme Tala, donc non, c'est pas des poules de liquidité concentrées, c'est les poules de liquidité, elles me font un peu penser à Balancer sur Meridian. Je sais pas si j'ai l'impression que c'est une sorte de non, pas Balancer, ça me fait penser à Curve. J'ai l'impression que Meridian, ça fonctionne un petit peu comme Curve. À confirmer. En tout cas pour le côté stablecoin, ça me fait beaucoup penser à Curve. 20% d'intérêt sur une pool USDC USDT, c'est essentiellement payé en token move. C'est pas mal, ça se prend comme rendement sur du stablecoin, et on a aussi 78%, bon il y a 70% d'intérêt en token move sur la pool Move USDC. Alors, la pool, elle est pas intéressante, Move USDC, ça veut dire qu'on va devoir être exposé au token Move, je sais pas comment elle fonctionne la pool exactement, mais ouais, c'est une pool 50-50, c'est bien une pool Uniswap V2, ou en tout cas, ça a l'air de ressembler à une pool Uniswap V2. Eh ben, avec une pool 50-50 comme ça, on peut venir faire un pseudo delta neutre, où on vient s'exposer à moitié à la hausse sur la pool de liquidité, à moitié à la baisse sur Hyperliquid par exemple. On peut shorter le token Move sur Hyperliquid, et on vient faire du delta neutre. En plus, j'ai même pas vérifié ça avant de partager cette stratégie, mais si ça se trouve, si on a un peu de chance, peut-être que les fundings sont dans notre sens pour Move, mais je suis pas sûr, hein. Ah ouais, non, les fundings sont dégueulasses. On doit payer pour shorter sur Hyperliquid. Après, on a peut-être Vest Exchange aussi, qui m'intéresse pas mal en ce moment. Est-ce qu'il y a bien le token Move? Ah mince, il n'y a pas le token Move. Ah voilà, sur Paradex, on a le token Move, mais... les fundings, c'est encore pire. Moins 90%. Bon j'ai rien dit. Comme quoi, des fois, en direct aussi, on se rend compte que les stratégies sont pas si intéressantes que ça. Après, ça peut quand même être à surveiller. Sur Hyperliquid, les fundings, ça bouge pas mal, et ils sont à moins 20%. Mais c'est quand même dommage d'avoir des fundings dans le négatif. Vaut mieux qu'ils soient dans le positif. Comme ça, on peut shorter le token Move et être payé sur Hyperliquid, et parier à la hausse sur cette pool de liquidité, et être payé du coup sur Meridian. À mettre de côté, ça peut être sympathique comme strat, et vu que le rendement il est à 70%, grosso merdo, on va être exposé avec 2/3 de ses liquidités sur Meridian, donc 2/3 à 78%, 1/3 sur Hyperliquid, donc allez, on va dire 1/3 à 0%, si on prend 2/3 du rendement, ça fait 50% d'intérêt sur des stablecoins, c'est pas mal du tout. Pourquoi 2/3, 1/3 d'ailleurs? Si on vient faire un pseudo delta neutre sur ça, c'est 2/3, 1/3 parce que on est exposé seulement à 50% au token Move ici. Donc si je mets 1000 $ sur la pool, j'ai 500 $ d'exposition au token Move. Et c'est un pseudo delta neutre parce que forcément le token Move, son prix va bouger, c'est une pool de liquidité, donc j'aurai pas toujours 500 $ en fait sur la pool de liquidité, ça sera juste au début. Donc oui, c'est pas un delta neutre, il y a les impermanent loss, si le token Move est très volatile, même avec 70% APR, ça peut être dérangeant, mais néanmoins, ça m'étonnerait qu'il soit giga volatile. C'est mon avis, c'est mes a priori, peut-être que je peux me gourer. On peut faire comme ta stratégie sur Berachain et emprunter du Move sur un protocole de lending. Oui, on peut faire ça, mais du coup, en fait, emprunter du Move pour le shorter via un protocole de lending, déjà, c'est risqué dans les deux cas parce qu'on peut se faire liquider, mais quand on se fait liquider sur un protocole de lending, c'est plus vénère que sur un protocole de perpétuel déjà, c'est beaucoup moins avantageux. Après, on peut mettre plus de collatéral, mais le souci en fait de shorter sur un protocole de lending, c'est qu'on va immobiliser plus de liquidités. En fait, c'est optimal d'utiliser un protocole de perpétuel parce que ça permet de mobiliser moins de liquidités. Comme on a ce problème, enfin, c'est pas un problème, comme on a cette notion de devoir mettre plus en collatéral pour emprunter, ça fait immobiliser plus de liquidités. Donc, certes, on peut être payé sur son collatéral et même sur son emprunt de token Move. Sur Move Position, on est payé à emprunter du token Move. On n'est pas payé, mais en tout cas, ça coûte pas si cher à en emprunter. Je pense que c'est quand même plus intéressant d'aller shorter sur Hyperliquid, même avec moins 20% de funding, pardon.
Donc c'est quand même envisageable. C'est quand même envisageable le coup d'aller shorter comme ça via un protocole de lending, ça va juste être impactant sur la stratégie. Faut immobiliser plus. Pareil aussi, il y a le même système que les funding. Je l'ai même pas noté, mais quand on emprunte, bah, des fois il peut y avoir plus ou moins de demandes. Là typiquement il y a pas mal de demandes parce que les gens sont payés à emprunter, mais si demain les rendements sont un peu moins intéressants sur l'emprunt de Move, bah, il y a peut-être des gens qui vont pas tout de suite couper leur position. Mais le rendement, voilà, le rendement va peut-être augmenter, ça va peut-être coûter plus cher d'emprunter du token Move. Bref, c'est pas une mauvaise idée, mais c'est pas optimal du tout d'emprunter pour shorter. Bon, de toute façon, ça rien d'épiloguer 50 minutes, je pense que c'est compris. Hier, c'était en positif sur Hyperliquid, à voir sur plusieurs jours. Mais en plus, j'ai même pas pensé à ça, mais on peut aller voir sur R72. Sur R72, on peut avoir l'historique. Enfin, en tout cas, à l'époque, on pouvait avoir l'historique des funding. Ouais, ça a l'air d'être faisable. C'est plutôt dans le rouge, hein, en moyenne, Move. Pas terrible. Là, c'est la moyenne sur quoi? L'onglet, cet onglet-là, c'est semaine. Donc là, c'est moins 9% sur la semaine, les funding. Pas terrible, ça fait moins 470% APR. Mais je me demande si c'est correct. Parce que là, ça me dit quoi? Sur 1 heure, ça me dit moins 0,02. C'est pas ce que j'ai, hein. C'est pas ce que j'ai. Donc je me demande s'il n'y a pas une erreur sur R72 là. Mais bon, ça me choquerait pas en tout cas que ce soit en négatif depuis en moyenne sur une semaine. Peut-être pas autant en négatif. Même s'il y a beaucoup de shorters sur Move, hein, voilà, on voit la gueule du token, évidemment, quand ça baisse comme ça, il y a plein de gens qui shortent. On va prendre un autre exemple, un Fartcoin. Quand ça monte comme ça, il y a des gens qui long. Et rappelez-vous, pour ceux qui me suivaient fin 2024, j'étais à fond sur le delta neutre, sur les mêmes coins sur Solana, et il y a un truc sympathique à faire sur Fartcoin, c'est de faire du delta neutre. Alors la grosse stratégie que j'avais fin 2024, c'était d'ouvrir un short sur Hyperliquid et d'acheter directement le même coin sur Solana et de mettre un ordre limite sur Jupiter au cas où. Parce que comme ça, l'ordre limite que j'avais sur Jupiter et le stop loss que j'avais sur Hyperliquid, ils étaient au même prix. Certes, c'est deux marchés séparés, donc je peux me faire liquider d'un côté et pas de l'autre, donc je pouvais me retrouver dans une position pas délicate. Heureusement, ça m'est pas arrivé, c'était quand même pas l'événement le plus probable, heureusement pour moi. Mais du coup, cette stratégie était plutôt safe entre guillemets, le côté sécurité était pas si mauvais. Par contre, l'exposition à la hausse, elle générait pas de rendement. Alors là, le problème, c'est que si je veux aller générer du rendement, je peux pas mettre d'ordre limite, donc je prends un risque. Mais bon, est-ce que je prends un risque à m'exposer sur un Fartcoin qui est déjà à 1 milliard de market cap? Ah, j'aurais tendance à dire que non. Du coup, il faut que je vous dévoile un petit protocole que j'ai découvert lundi, je crois, hier. Un petit protocole sur Solana, c'est un petit peu un extra finance, si je dis pas de bêtises, sur la blockchain Solana. C'est un protocole qui permet de venir déposer des tokens en lending et de venir s'exposer à des tokens, de venir trader comme ça. Le mécanisme fait beaucoup penser à Extra Finance sur Base. Et justement, ici on peut venir choper une exposition à la hausse sur Fartcoin et avoir du rendement pour ça. C'est pas un rendement de fou furieux, mais on peut venir choper 13% APY sur du lending. Donc, vous me voyez venir. Si je short Fartcoin sur Hyperliquid, 50% APR. Si j'achète du Fartcoin sur Solana et que je le pose sur DeFi Tuna, 13% APY. Bon, je fais des arrondis supérieurs. On va dire qu'au global, ça fait 60%. Donc on divise par 2 pour avoir le rendement au global sur la stratégie. 30% sur du stable. C'est moins intéressant que ce qu'on avait fin 2024 où on pouvait avoir du 3 chiffres hein, sur des mêmes coins. C'était complètement débile. Mais les fundings sont plutôt élevés en ce moment sur Fartcoin et ça fluctue entre, on va dire, 10% APR et 80% de ce que je regarde. On peut encore une fois aller se rendre sur R72 pour constater, en tout cas si les données sont bonnes, de la moyenne sur la semaine qui est passée, sur le mois qui est passé. Alors a priori, sur la semaine qui est passée, l'APR était à 40%, sur les 24 heures 43%, et sur le mois 14%. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que sur certains tokens, sur l'heure, c'est un petit peu pété, hein, les données. Pareil, là j'ai pas ça actuellement sur Hyperliquid.
Donc peut-être pas ultra pertinent de regarder sur l'heure, sur R72, mais sur la journée, sur la semaine, de toute façon c'est pour ça que je vais dessus, c'est pour voir l'historique. Plutôt intéressant. Et là, ça m'a l'air plutôt fiable comme APR. Ça m'a l'air cohérent avec ce que j'ai vu sur le protocole. Donc, comme d'habitude, hein, pas de conseil en investissement, apprendre avec des pincettes cette stratégie et on prend un risque à venir s'exposer sur un même coin sans avoir d'ordre limite dessus. Certes, on vient chercher du yield, mais si le token, son prix monte fort d'un coup, je me fais liquider sur Hyperliquid, et admettons que ce soit pendant que je fasse dodo. Voilà, pendant que je fais mon petit dodo, je me fais liquider sur Hyperliquid. Bon c'est pas grave, si le token il va à 5$, à 10$, admettons, je me suis fait liquider sur Hyperliquid, mais mon exposition à la hausse, elle va pas me faire perdre de sous, elle va me faire gagner des sous. Mais, admettons, voilà, toujours dans mon dodo, il y a un hacker qui mint 1 milliard de fartcoin et qui va tout vendre. Voilà, le truc il fait moins 99%. Bon je me suis fait liquider sur Hyperliquid, les tokens, mon exposition à la hausse, ça le vaut 0. Voilà, c'est pas cool. Évidemment, je pousse à fond, c'est un cas assez peu probable, mais pas improbable, ou même dans de moindres mesures, je peux me faire liquider sur Hyperliquid parce qu'il y a une mèche. Regardez, des fois, on a des mèches sur Hyperliquid, on a le cours qui monte sur Hyperliquid ou qui descend fortement, mais ça va pas forcément se faire on-chain sur la blockchain Solana. J'ai vu une grosse mèche sur je sais plus quel token il y a pas longtemps sur Hyperliquid, je crois que c'était sur Zora, justement, quand il y a eu le listing en fait sur Coinbase. Regardez, on va se mettre en 1 heure, tac, vous voyez la grosse mèche dégueulasse ici? Grosse mèche rouge. Hop, et typiquement si on shortait Zora au tout début avec de l'effet de levier, hein, en levier x1 ça allait, mais avec de l'effet de levier, boum, les gens se sont fait baiser, hein, désolé du terme, mais les gens se sont fait couper leur position juste sur cette bougie. Et ensuite, voilà, le token de Zora a fait ce qu'il avait à faire, j'ai envie de vous dire. Il a baissé. Donc malgré que, quand on regarde le graphique, on peut se dire, bah non, ça fait que baisser, impossible qu'on puisse avoir perdu des sous en ayant shorté au début. Et si on a mis du levier, typiquement, hop, on s'est fait sortir par la mèche. Putain, je cherchais ma bouteille d'eau, elle était juste à côté de moi. Mais c'est cool, il faut de temps en temps. Pour conclure, du coup, ce segment sur Movement, je dirais que c'est encore loin de ce qu'on a eu et ce qu'on a même encore actuellement sur Aptos et sur Sui. Comme c'est tout nouveau, c'est tout récent, les incentives, forcément, on a des rendements sympathiques, hein, sur Move Position, typiquement, il y a des stratégies cool à faire, sur Échelon, juste déposer des stables et avoir 20%, c'est sympathique. Le problème, c'est que il faut avoir un wallet dédié pour ça, on va dire. Si on utilise un Ledger ou un autre hardware wallet, on est un petit peu emmerdé. Pour bridger, il faut forcément passer par Ethereum, donc je dirais que, à part si on a vraiment envie d'aller farmer sur Movement, vaut mieux peut-être attendre s'il n'y a pas d'autres protocoles qui vont se lancer, peut-être d'avoir plus de choses à faire, ou d'avoir d'autres bridges, éventuellement, qui permettraient d'aller sur cet écosystème sans passer par la case Ethereum, ça pourrait être cool. Pour l'instant, je vais pas me rendre sur Movement, mais je peux pas ne pas dire qu'il n'y a rien à faire sur cet écosystème, que c'est pas du tout intéressant. C'est faux, il y a pas grand chose à faire, mais le peu de stratégies qu'il y a sont quand même plutôt intéressante, plutôt croustillante. Donc je suis partagé pour Movement. C'est pas un écosystème que je vais farmer tout de suite, mais je vais le surveiller. Ça, c'est sûr à 100%.